pour les ingrédients. Donc là, moi je suis parti sur un seigle type 130 en base, auquel j'ajoute une farine de seigle torréfiée. Donc là, elle c'est en T170 et le sel de Guérande en sel fin et une toute petite pointe de levure. Donc j'ai un petit ordre en premier pour les ingrédients. Je mets toujours l'eau en premier au fond de la cuve. Une eau à quelle température? Là, on est entre 55 et 60 degrés. Donc là, au final, avec on est sur un levain liquide. Donc sur une totalité, ça fait presque 100% d'hydratation finale. Donc en premier l'eau. Ensuite, j'ajoute les farines. Il vaut mieux mettre l'eau avant, ça évite qu'il y ait une poche de farine qui se crée au fond. Oui, et puis en plus, pas de poche de farine, donc c'est pour pas avoir la surprise à la fin du pétrissage d'en retrouver derrière. Mais deuxième raison, c'est pour pas mettre mon levain directement dans l'eau chaude. Et après, j'ajoute mon levain liquide. Donc un levain jeune que j'ai rafraîchi 2h30 avant l'utilisation. Qu'est-ce que ça va lui apporter d'avoir un levain jeune? Bah, moi, je trouve que souvent, on avait pour habitude avant d'utiliser des levains qui ont au moins 24 heures, voire 48 heures. On disait des vieux levains déjà fermentés. Mais pour moi, il faut qu'il soit justement dans sa fermentation montante pour vraiment avoir un bel éclat. Je trouve. Et puis en termes de goût, c'est vrai que le seigle est quand même assez fort. Et c'est souvent maintenant en clientèle, c'est un peu ce qui pose problème. Les clients trouvent ça trop prononcé, donc ils se rabattent sur un pain spécial plus doux, on va dire. Donc avoir moins d'acidité en bouche, moins prononcé, un meilleur développement parce que ton levain il est en phase montante. Exactement. On va lancer en pétrissage. Donc pétrissage au crochet. Au crochet, en première vitesse, pendant 7 à 8 minutes. À mi-pétrissage, je viens juste corner. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas de farine qui reste, de l'eau, quoi que ce soit. On fait le tour de la cuve. Et puis je relance, toujours en première. Donc Maximilien, la pâte est pétrie. Là, tu vas nous la mettre en bac. Ouais, c'est ça. Montre-nous ton geste. Hop, bah déjà, on travaille beaucoup à l'eau, parce que c'est quand même une pâte très tendre. Donc là, en fin de pétrissage, on doit être sur une pâte qui est aux alentours de 32 à 34 degrés. Une pâte qui est assez chaude par rapport à ce qu'on peut utiliser habituellement. Donc là, tu farines pas ton bac directement? Non, ça sert à rien en fait, parce que c'est quand même... Il y a tellement d'hydratation, et sur le pointage, on va être sur un pointage de 1h15 à 1h30. Même si on mettait de la farine, au fond, tu le retrouverais pas. À part faire des petits excédents de farine, au fond, que tu retrouverais. Et là, on n'oublie pas, une fois que j'ai tout transvasé dans le bac, je viens la lisser à l'eau. Vraiment, on n'hésite pas. À quoi ça sert de la lisser comme ça à l'eau? Alors, vu qu'on a une pâte chaude, les pâtes chaudes ont toujours tendance à croûter. Donc, premièrement, ça évite ça. Et deuxièmement, ça va me donner aussi l'indice de fermentation. Quand elle va être bonne à prendre pour façonner, vous allez voir, le seigle, c'est toujours tendance à devenir poreux. Alors, on va avoir plein de petits trous qui vont apparaître. Et c'est plus facile de le repérer quand c'est bien lisse que si on laissait la pâte comme ça. Donc là, n'hésite pas, c'est bien. Donc la main généreusement trempée dans l'eau et on vient étaler sa pâte, lisser sa pâte. C'est ça. Voilà, là c'est bien comme ça. Et on verra tout à l'heure, dans 1h15, 1h30, vous allez voir les petits trous qui vont apparaître. Et c'est pour moi l'indice justement qu'elle est bonne à prendre pour façonner. À quelle température ton pointage? Bon là je le fais à température ambiante. Je mets donc de l'eau et j'hésite pas, je mets aussi un couvercle. Voilà. On se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. Tamiser légèrement, alors il faut que ça soit bien homogène. On essaye de ne pas faire de gros tas de farine parce que ça va être quand même votre farine, visuellement c'est le final. On ne vient pas en remettre à la mise au four. Quelle farine tu utilises? Moi je préconise la farine blanche, alors tradition ou T55 classique, mais c'est plus pour le visuel. Le contraste de couleur est plus intéressant. Donc un bon voile mais bien régulier partout. C'est ça, exactement. Après 1h30, on le voit bien, la pâte elle est bonne à prendre, à façonner. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les petits points poreux qui ont apparu dessus. Ça c'est un indice qu'on va pouvoir la façonner. Hop, donc à la corne, je me sers d'un bâton pour peser parce que c'est quand même assez tendre. Je pèse à la corne. Alors dans un bâton, c'est juste pour pas salir la balance. Mais je vais la refaçonner quand même. Parce que certains le pèsent directement dans le bâton et derrière n'y retouchent plus. Mais moi, je la façonne. Tu vas remettre légèrement en forme. Ouais, je la refaçonne quand même parce qu'une tour de seigle, c'est faible en gluten, mais c'est pas sans gluten. Donc le fait de le travailler un tout petit peu, ça lui redonne aussi un peu d'éclat au four. Donc là, je viens l'ovaliser légèrement.
je dégaze tout doucement aussi. Et après, par un effet d'impulsion, hop, je viens une première fois faire un premier pli et une seconde fois où je retourne la masse. Après, avec mes mains, je viens les passer en dessous, je l'arrondis, hop, et je viens la poser délicatement dans un bâton préalablement fariné. Et là, tes mains viennent la mettre un petit peu en dessous, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'essaye de faire des petits plis en dessous sans aller trop loin. Faut pas que sur la surface de la boule, faut pas qu'on voit une rupture. Faut qu'on arrête donc, juste avant. Dès que tu sens que la rupture arrive, C'est ça, j'arrête. Voilà. Et tu la mets en panneton, donc la partie qui est un peu boulée, en dessous. Exactement. Comme ça, la mise au four, on va retourner. C'est cette partie un peu craquelée qui va naturellement se développer. Combien de temps d'après? On est entre 15 et 20 minutes maximum. Les tourtes auvergnates sont poussées. Maintenant, tu vas nous montrer comment tu les mets au four. Voilà, donc après un quart d'heure, hop, d'après, délicatement, je mets ma main en dessous en fait pour juste la ralentir parce qu'on est quand même sur une pâte qui est fragile. Vous voyez, je mets, hop, la main, je la retiens. Ouais, c'est un geste très délicat, hein. Faut pas qu'elle vienne taper sur le tapis. Hein. C'est ça, vraiment, en fait, c'est moi qui la maintiens même dans la descente. Et on voit déjà les premières qui s'ouvrent un petit peu. Voilà, et on voit déjà naturellement que c'est déjà en train de craqueler. Et puis là, hop, au four. Je mets la baie maintenant. Et moi j'en mets juste au début. Pas... Certains le mettent une deuxième fois après 5 minutes, mais moi une fois et ça suffit. Alors là on est parti sur 30 minutes à 260 et après je viens faire une chaleur tombante à 220 encore pendant 20 à 25 minutes. Et est-ce que tu finis en ouvrant le four? Oui, les 10 dernières minutes souvent je ouvre la vitre pour laisser sécher le produit. Après c'est selon aussi les poids de tourte. Voilà. Maximilien, dis-nous comment tu vérifies la bonne cuisson de ta tourte. Bah déjà le premier réflexe c'est toujours on vient en dessous entendre la résonance. Donc là on est bon. Présente-nous ta tourte auvergnate. Pour toi, quelles sont les qualités extérieures que tu recherches? Donc là, le premier aspect qu'on voit en premier, c'est vraiment les craquelures qui sont uniformes hein, sur la tourte. On le voit assez bien régulier. Le deuxième point, c'est justement les colorations. On peut voir à l'intérieur des craquelures, on a une nuance de 3 couleurs. On part d'un jaune qui s'en va vers le marron noisette. Et après, on a vraiment sur les bords cette coloration qui est bien intense de noir. Une caramélisation qui est vraiment intéressante. Après, on est quand même sur une croûte qui est assez épaisse sur ce genre de produit, mais c'est ce qui fait aussi son charme et sa conservation. C'est voire même un pain qui est, on dit très souvent, qui est meilleur le lendemain. C'est un racisement, mais qui est positif pour ce genre de produit. Maintenant, l'intérieur du produit. Ouais, on va ouvrir. On puisse voir la mie, ce qui est recherché. Hop. Donc là voilà, c'est vrai qu'on est assez sur une mie qui est assez dense sur ce style de produit. On n'est pas comme une tradition avec un bel alvéolage, mais tout de même ça reste une mie agréable en bouche. On le conseille, c'est vrai, de le manger pas sur un produit frais, mais plutôt avec un peu de racissement pour pas avoir une mie trop grasse et à la dégustation une mie qui est quand même pas trop pâteuse en bouche. Et au niveau de donc là, l'odeur justement, l'intérêt du seigle torréfié. Là, je pense qu'on le sent, ouais, voilà, on le sent vraiment bien. Oui, c'est un pain qui se conserve longtemps. Oui, dû déjà au levain que tu utilises. Bien sûr, ouais, l'hydratation. L'hydratation. Une grosse hydratation. Et en plus, le fait que ce soit quand même assez compact. Ouais, c'est assez compact. On est longtemps au four quand même, donc on crée une croûte assez épaisse et ça garde vraiment aussi sa fraîcheur du pain. Donc c'est un pain qui se tient dans la durée. Merci.